Merci beaucoup. Alors, comme tous les autres, je tiens à remercier le professeur Bruno Varec qui a été mon mentor, qui reste mon mentor en hématologie, et de l'invitation. Je tiens aussi à remercier la Ligue contre le cancer pour m'avoir invité aujourd'hui, mais aussi pour le soutien de la Ligue, qu'elle soit nationale ou régionale, dans nos projets de recherche. Donc, je travaille à Nancy, pour avoir été formée, comme vous l'avez compris, dans le service du professeur Varec, et je suis hématologue et professeur en immunologie et je dirige une équipe de recherche. Je travaille sur l'immunologie, l'immunothérapie et l'étude du micro-environnement dans les hémopathies. Donc le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est très très clinique. Je vais vous parler où on en est actuellement des immunothérapies à base d'anticorps. Et j'ai été obligée de me limiter parce que le domaine est très très vaste dans les lymphomes et les myélomes. Alors déjà, juste pour repositionner la fréquence de ces maladies, les lymphomes, il y a beaucoup de types de lymphomes. Le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le DLBCL, le lymphome B diffus à grandes cellules. Globalement, ces lymphomes, ces hémopathies lymphoïdes représentent le 7e cancer en fréquence. Et le plus fréquent, le DLBCL, c'est plus de 5000 cas par an en France. Donc c'est une maladie qui nécessite, des patients qui envahissent les services d'hématologie avec cette pathologie. Le myélome étant celle qui vient juste derrière. Donc c'est des maladies qu'on voit souvent. Et pour me limiter, comme je vous l'ai dit, aux anticorps nus, les anticorps que j'ai appelés monoclonaux simples, dans le lymphome, plusieurs ont été développés. On parlera essentiellement du rituximab. Je vous parlerai des CAR T-cells, dont je ne vous réexplique pas ce que c'est, vous les avez vus, il y en a plusieurs qui ont été développés dans les lymphomes. Et puis on parlera des anticorps bispécifiques, et plusieurs actuellement en développement, et qui sont déjà disponibles en accès précoce. Donc juste pour rappeler ce qui a déjà été montré, toutes ces différentes approches d'immunothérapie ne fonctionnent pas de la même manière. Un CAR T-cell, on apporte directement la cellule qui a le récepteur qui va s'activer tout seul, elle n'a besoin de personne d'autre. Un bispécifique a besoin de recruter autour les lymphocytes. Faut-il encore qu'il y ait des lymphocytes dans l'environnement? Faut-il encore qu'il soit capable de fonctionner, de s'activer et d'être réactif? Et le monoclonal, c'est encore plus difficile puisque lui, il fait rien tout seul. Il va devoir soit activer le complément et à la fin de la cascade du complément, fabriquer ce qu'on appelle le MAC, le complexe majeur du complément qui va perforer la cellule et la tuer, ou alors recruter des cellules cytotoxiques, NK, macrophages ou T, par ce qu'on appelle le Fc gamma récepteur, une molécule que ces cellules cytotoxiques ont à leur surface qui permet de reconnaître l'anticorps nu. Là encore, il faut que le système immunitaire soit capable de réagir. Quoi qu'il en soit, ces immunothérapies, et pas uniquement les CAR T-cells, sont, à partir du moment qu'on va s'attaquer, détruire des grosses quantités de lymphocytes, relarguer de grosses quantités de cytokines inflammatoires, qui vont donner ce fameux syndrome de relargage cytokinique, activer d'autres cellules immunitaires, c'est un cercle vicieux. Et ça peut se voir, même si c'est beaucoup moins fréquent et beaucoup moins intense, avec le rituximab, avec les anticorps nus. Ça se voit avec les bispécifiques, ça se voit avec les CAR T-cells. Et puis l'autre effet secondaire, c'est que ces cytokines, et même les cellules, les CAR T-cells, peuvent aller dans le système nerveux central et être cytotoxiques et donner des symptômes neurologiques. Donc ces deux effets secondaires sont fréquents, beaucoup plus avec les bispécifiques et les CAR T-cells, peuvent emmener les patients en réanimation, c'est vrai, mais actuellement, heureusement, on arrive à les gérer et il n'y a quasiment pas de mortalité de ces effets secondaires. Les autres effets secondaires, je ne souhaite pas vous en parler, mais ils ont été évoqués. Ces traitements, et notamment les CAR T-cells, donnent des cytopénies prolongées et des déficits immunitaires, comme vous l'a expliqué Nicolas, lymphocyte B surtout, et qu'il faut gérer. Mais bien sûr, ces effets secondaires-là sont moins graves que la maladie. Ça nécessite juste une prise en charge spécifique. Alors rapidement, l'anticorps monoclonal, le rituximab dont vous avez déjà entendu parler dans le lymphome B diffus à grandes cellules, il a été c'est le premier anticorps thérapeutique qui a révolutionné le pronostic des lymphomes B à grandes cellules. Et vous voyez ici les courbes
de survie globale, des patients qui sont actuellement traités en première ligne d'un lymphome B diffus à grandes cellules, et on voit qu'on a d'excellentes courbes, quelle que soit la chimiothérapie associée, c'est chimio plus rituximab, on a guéri plus de 70% des patients avec cette première ligne. Donc clairement, tout ce que je vais vous parler après ne concerne pas la première ligne et des lymphomes B diffus, quoique certains sont quand même de mauvais pronostics, mais la majorité n'ont pas besoin d'autres traitements pour l'instant, et on va se concentrer sur les 20 à 30% qui vont malheureusement soit échapper, soit rechuter. Donc là, contrairement à d'autres maladies, les CAR T-cells sont arrivés avant les bispécifiques dans les lymphomes, et on vous a expliqué le CAR T-cell, comment ça fonctionne, je ne reviens pas là-dessus. Et on vous a aussi dit qu'il y avait différents types de construction, et globalement, il y a deux grands types de CAR T-cells utilisés en clinique. Ceux qui ont une molécule de costimulation CD28, c'est le cas de celui qu'on va appeler Yescarta et KTEX19. On va surtout parler de Yescarta dans les lymphomes B diffus. Ou 4-1BB, et c'est le cas de Kymriah ou Breyanzi. Encore une fois, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais c'est pas anodin. Ces constructions modulent probablement la capacité d'expansion et de persistance des CAR T-cells. Ce sont des CAR T-cells de deuxième génération, et probablement que les troisième générations et quatrième qui en arrivent auront encore plus d'effets. Donc, cette diapo, c'est juste pour vous rappeler que le traitement par CAR T-cell, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de faire une chimiothérapie ou d'injecter des anticorps aux patients. Ça nécessite toute une organisation, c'est assez proche de l'allogreffe. D'ailleurs, ça a été mis en place dans les services grâce à l'expertise de l'allogreffe et tout le circuit qui va avec. Donc, le patient nécessite d'être d'abord screené. On doit lui prendre ses cellules. Et puis, ces cellules vont partir, comme vous l'avez expliqué, Christian, en production. Ça va prendre 2-3 semaines minimum. Et donc, il va falloir faire quelque chose au patient pour qu'il y ait une maladie en général. Vous allez le voir réfractaire pour qu'il attende. Donc, on fait en général, dans la majorité des cas, une chimiothérapie d'attente. Et ensuite, dès que les cellules sont revenues, on l'hospitalise. On doit lui faire une chimiothérapie, sinon les CAR T-cells ne vont pas s'expandre. Il faut absolument faire ce qu'on appelle une lymphodéplétion, détruire ces lymphocytes pour que les CAR T-cells s'expandent dans l'organisme. Et ensuite, il reçoit le traitement. Il est surveillé jusqu'à ce qu'il sorte d'aplasie, parce qu'il va y avoir une période où les globules blancs, suite à cette chimio, vont être basses. Ça dure à peu près... Enfin, on dit que les patients peuvent sortir vers J10. Moi, personnellement, dans mon expérience, c'est plutôt J15. Et ensuite, ils sont suivis en consultation en hôpital de jour pour surveiller tous les effets secondaires qui peuvent survenir même après la durée d'hospitalisation. Donc c'est un traitement qui est quand même beaucoup plus lourd qu'une simple chimio ou l'administration d'anticorps. Quoi qu'il en soit, il y a eu de nombreuses études, et je n'avais pas le temps de tout détailler, mais ce tableau résume les résultats des études faites dans les lymphomes, en gros B diffus à grandes cellules, les plus fréquents, avec les CAR T-cells au-delà de 2 lignes de traitement. C'est des patients qui avaient au moins eu 3 lignes de traitement. Avec les différents types de CAR T-cells que je vous ai présentés, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, on a des taux de réponse qui sont excellents, peut-être un peu moins bons avec le Kymriah, et des taux de rémission complète. Et dans le lymphome, il faut viser la rémission complète. Ce n'est pas une maladie qui peut persister, on va dire, en rémission partielle. Il faut obtenir une rémission complète de 40 à 50% des cas, ce qui explique les courbes que vous avez vues dans ces lymphomes très agressifs, chez qui on n'a rien d'autre à proposer. En tout cas, les autres traitements donnent moins de 20% de survie. Là, on a des survies entre 40 et 50%, ce qui est beaucoup mieux et ce qui explique que ces 4 CAR T-cells ont eu l'autorisation de mise sur le marché et sont disponibles, que ce soit pour le lymphome B diffus à grandes cellules pour ces 3-là en France, et le KTX, ça c'est pour le lymphome du manteau. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, mais un autre type de lymphome quand même assez agressif. Donc, clairement, tous les patients qui maintenant sont réfractaires à au moins 2 lignes de traitement doivent avoir un CAR T-cell et ont accès à ces traitements en France et je pense quasiment partout dans le monde.
enfin dans les pays développés. La question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut augmenter les taux de réponse en positionnant les CAR-T-cells en deuxième ligne de traitement? Et donc, il y a eu 2 études, et je vais aller très vite, 2 études, parce que Christian en a parlé, Zumacet avec le Yescarta et Transform avec Breyanzi, 2 études, il y a même une troisième, la troisième était négative, qui ont montré que faire des CAR-T-cells à la place de l'autogreffe, qui est le traitement de référence quand un lymphome rechute chez les sujets autogreffables, on parle de sujets de moins de 65 ans, le bras CAR-T-cell était meilleur avec 10% en moyenne de survie supplémentaire et de réponse. Ce qui fait que là aussi, on a ces deux CAR-T-cells disponibles. Le Yescarta, ils avaient l'autorisation, on vient d'avoir le remboursement et donc on peut l'utiliser dans l'AMM. Et le Breyanzi, on peut l'utiliser en accès précoce. Donc dès qu'un patient a un lymphome B diffus à grande cellule et qui rechute, on peut lui faire des CAR-T-cells. Et ensuite, les bispécifiques, donc étonnamment, alors que ça paraît plus simple, on est d'accord, à produire qu'un CAR-T-cell sont développés beaucoup plus tard. Par contre, là, on a une kyriade de bispécifiques qui sont arrivés sur le marché, ils ne sont pas tous là. J'ai mis ceux qui arrivent et qui ont eu des autorisations. Vous voyez que c'est des bispécifiques qui ciblent CD20 et CD3, donc on vous l'avait expliqué, pour recruter les lymphocytes T d'un côté et les faire rencontrer les cellules lymphomateuses, comme en gros remplacer le CAR-T-cell, mais utiliser les lymphocytes du patient. Donc il y en a plusieurs, je ne rentre pas dans le détail. Ce qu'on peut dire, c'est que toutes les études, pour l'instant, ces données sont moins avancées que les études dans les CAR-T-cells. Ce que l'on peut dire, c'est qu'elles ont toutes montré des réponses chez des patients, ça c'est par exemple le cas de l'epcoritamab, plus de 2 lignes de traitement, 61% de ces patients avaient reçu des CAR-T-cells et pourtant il y a à peu près 60% de réponses. Et les étoiles là, c'est des patients qui avaient reçu des CAR-T-cells. Donc certes, il y en a qui ne répondent pas et qui avaient reçu les CAR-T-cells, mais il y a aussi des patients qui ont reçu des CAR-T-cells qui peuvent répondre à ce traitement par bispécifique derrière. Parce que voilà, il y a quand même des rechutes. En gros, les différentes études ont toutes montré à peu près la même chose. On est dans des malades très avancés, beaucoup ont reçu des CAR-T-cells avant, on a 60% de réponse dans ces bispécifiques, à peu près 30-40% de rémission complète, ce qui a conduit à la mise sur le marché des trois premiers, et le troisième arrive très probablement. Voilà. Alors, mise sur le marché, c'est autorisation FDA, donc américaine, autorisation européenne. Pour l'instant, en France, on a, alors que je ne me trompe pas, il n'y en a que 2 qu'on peut avoir en accès précoce, l'autre pas encore. Je ne peux pas vous dire lesquels, de noms comme ça, mais ils sont disponibles, je crois que c'est ces 2-là. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces traitements se font au long cours, par contre. Ce n'est pas one shot, c'est une injection toutes les 3 semaines, dose escalade, et en général jusqu'à la maladie progresse. Donc c'est quand même pas tout à fait la même stratégie, mais n'empêche que c'est une avancée et que ça permet de rattraper des patients qui sont réfractaires à tout le reste. Inversement, est-ce qu'on peut utiliser ces bispécifiques pour des patients réfractaires à tout et qu'on veut emmener au CAR-T-cell? Parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais un patient qui a une maladie absolument pas contrôlée, les CAR-T-cells ne vont pas fonctionner non plus. Il faut quand même que la maladie soit un peu contrôlée par le traitement. Et donc ça, c'est une petite étude du registre de CAR, donc de l'expérience française, qui est présentée à l'H, et qui montre que les patients qui reçoivent des bispécifiques, les différents là, eh bien, ils peuvent recevoir des CAR-T-cells. Alors, ils ont des taux de réponse aux bispécifiques, c'est des mauvais, ils ne sont pas excellents, 40%. Par contre, on obtient 90% de réponse après les CAR-T-cells chez ces patients. Alors, tous ne sont pas encore en rémission complète, le suivi est court, mais ça permet quand même d'être rassuré. Et donc, actuellement, on peut utiliser chez un patient qui est vraiment très tumoral, réfractaire à toutes les chimiothérapies, un bispécifique avant d'aller au CAR-T-cell pour optimiser et donner le maximum de chances de réponse.
Et l'avenir, c'est d'associer ces bispécifiques, là encore, dans les lymphomes, mais cette fois-ci en première ligne, dans les très hauts risques de rechute. On sait qu'il y a des marqueurs génétiques et moléculaires qui font que certains lymphomes vont être très très peu sensibles aux chimiostandards en première ligne. Ils ne vont pas être dans les 80% de réponse, ils vont être dans les 20% de non-réponse. Et des études, alors ça c'est très préliminaire, mais des études montrent que l'association des bispécifiques à des chimiothérapies classiques de type R-CHOP pour la France, alors celle-là elle est moins classique, le POLA-CHP, donne des taux de réponse de 100% ou quasiment, avec des rémissions complètes de plus de 70%. Alors, on est en première ligne, on ne parle pas des mêmes patients, mais ça paraît très prometteur, avec quand même un petit peu de CRS et de neurotoxicité. Pardon. Chez les mêmes patients, alors, je ne sais pas, je crois qu'il ne veut pas revenir. Comment on fait pour revenir? Ça? Non, bon, enfin... Chez les mêmes patients... il y a un problème d'animation, je suis désolée. Recule maintenant. Désolée. Donc, chez les mêmes patients, les très très hauts risques, il y a une étude avec Yescarta qui a été publiée aussi, désolée, elle disparaît, mais qui montre également 90% de réponses avec des taux de survie sans progression de plus de 80%, ce qui paraît exceptionnel pour cette population-là. Donc la dernière partie, c'est le myélome. Alors le myélome, déjà c'est la deuxième hémopathie lymphoïde, la plus fréquente. C'est également à peu près 5000 patients par an en France qui sont diagnostiqués. Et c'est une maladie qui est beaucoup plus indolente, mais qu'on ne sait pas pour le moment. On espère y arriver un jour, guérir, mais c'est une maladie qui va commencer par une maladie indolente, voire on va dire un peu bénigne, et puis elle va se transformer, devenir symptomatique. On va faire un premier traitement, on va mettre le patient en rémission. On sait que cette rémission va durer plus ou moins longtemps, mais il va y avoir une rechute, et il va y avoir une deuxième ligne, et ainsi de suite. Et puis malheureusement, au bout d'un moment, on se retrouve avec une maladie réfractaire et c'est là qu'on vient un peu tard. Et la question c'est quelle est la meilleure stratégie actuellement dans le myélome. Alors là encore, pas assez le temps pour tout développer. Le myélome, c'est vraiment la maladie où il y a le plus de développement au cours de ces 20 dernières années avec de nombreuses molécules. Ce qu'il faut retenir, c'est que les drogues phares du traitement du myélome, ce sont les IMID, comme la thalidomide, le lénaludomide, le pomalidomide, les inhibiteurs du protéasome et puis les corticoïdes, pour faire simple. Et se rajoutent à ça toutes les nouvelles immunothérapies, donc les anticorps monoclonaux. Le chef de file, c'est le daratumumab. Les bispécifiques, et vous voyez, qui vont cibler... le daratumumab cible CD38. Celui-ci, j'en parle pas. Il est pourtant intéressant, mais on n'a pas le temps. Et les bispécifiques ciblent soit BCMA, il y en a toute une série là, soit cette molécule-là ou celle-ci. Et actuellement 2 CAR-T, mais plein d'autres en développement qui ciblent BCMA. Donc vous voyez une kyriade de traitements, et donc il est clairement impossible de vous présenter tous les résultats de toutes les études, parce qu'il y en a dans tous les sens, mais j'ai essayé de focaliser ce qui me paraît important. Premièrement, le daratumumab, pour aller vite, clairement les études ont montré que la rajouter daratumumab en première ligne de traitement du myélome, chez les sujets jeunes ou les sujets âgés, augmente significativement le taux de réponse complète. On arrive à des taux de réponse complète de très très bonnes réponses, je veux dire, de proche de 90%. Cela dit, on avait déjà optimisé avec les autres stratégies et combinaisons. Les combinaisons, c'est essentiellement un inhibiteur du protéasome et des corticoïdes. Mais on augmente significativement les très très bonnes réponses, qu'on appelle le VGPR, Very Good Partial Response, c'est ceux qui sont quasiment en réponse complète ou au-delà, avec l'association avec le daratumumab. Et surtout, pour la première fois, on a des taux de maladies résiduelles négatives. Nicolas vous a expliqué ce que c'est. On
on ne détecte plus, même à une très bonne sensibilité, de cellules malades dans la moelle osseuse. Et donc ça, c'est pour la plupart des études été augmenté par le daratumumab, et ce qui fait que c'est devenu la première ligne. Juste pour montrer que c'est vrai, ces excellents taux de réponse dans le myélome en première ligne avec le daratumumab associé aux chimiothérapies, on va dire, enfin, au traitement conventionnel, avec en particulier quelque chose qui paraît très 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 prometteur, cette association de daratumumab, carfilzomib, un inhibiteur du protéasome, revlimid et dexaméthasone. Vous voyez où les taux de réponse complète sont proches de 100% et de maladies résiduelles négatives de plus de 80%. Donc, beaucoup de progrès, rien qu'en première ligne, en ajoutant cet anticorps monoclonal simple, le daratumumab, qui maintenant tous les patients myélome reçoivent ce traitement en première ligne. Donc, dans le myélome, là, par contre, les bispécifiques ont été plus vite, en tout cas en France, que les carticelles. Et donc, je vous montre juste rapidement les résultats des 3 bispécifiques qui ont eu l'autorisation de l'IME, de l'Agence européenne. C'est le teclistamab, un anti-CD3/CD20 BCMA, qui a été, suite à cette étude phase 1-2, montré chez des patients qui étaient 100% triple réfractaires, c'est-à-dire réfractaires au daratumumab, aux IMID et aux inhibiteurs de protéasome, et voire à tout le reste, pentaréfractaires, et qui ont montré des taux de réponse de 60% chez ces patients, ce qui de bonnes réponses, qui est quand même très intéressant. La deuxième, c'est l'elranatamab, anti-CD3 et BCMA. Cette étude-là, c'est à peu près la même que l'autre, bien sûr pas les mêmes patients, mais même design. Et vous voyez, pareil, 60% à peu près de très bonnes réponses. Et de manière intéressante, des réponses qui sont prolongées dans le temps, ça c'est la durée de réponse, hein, c'est pas la survie. Et vous voyez, en particulier, chez ceux qui obtiennent une réponse complète, ça dure très très longtemps, plus d'1 an, 18 mois, sans nouveau traitement, enfin sans avoir besoin de traitements lourds autres. Cela dit, c'est quand même des bispécifiques, il faut les injecter régulièrement. En tout cas, ces résultats ont fait que ces 2 molécules ont été approuvées par l'Agence européenne et sont en accès précoce. Alors, c'est celui-ci qu'on a en France, pas encore celui-ci. Et le troisième, le teclistamab, qu'on a aussi en France, pareil. Alors lui, il est injecté soit en IV, soit en sous-cut, ça marche très bien dans tous les cas, avec des taux de réponse qui sont excellents aussi, avec le même type de patients. Et celui-ci, on y a accès. Il est maintenant utilisé chez les patients qui sont triple réfractaires, qui ont eu au moins 3 lignes de traitement. En accès précoce. Et enfin, les carticelles dans le myélome. Alors, je n'ai pas le temps de tout développer, il y a énormément d'études. Je vous présente les 2 études pivots. La première, c'est cette étude KarMMa-1, qui a étudié un carticelle anti-BCMA de 2e génération avec un molécule 4,1-BB, chez des malades très 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 avancés, avec minimum, enfin en médiane 6 lignes de traitement, très réfractaires, et des taux de réponse qui sont intéressants en fonction de la dose. Il faut que j'arrête. Le deuxième, juste pour celui-ci, il est assez proche, il est très intéressant, il s'appelle le Siltecel. Il est un peu différent, il cible deux endroits du BCMA avec d'excellents taux de réponse aussi. Et donc, je passe vite, mais pour vous dire que dans le myélome, on a ces carticelles en 3e ligne. L'EMEA vient d'approuver des triples réfractaires dès la 2e ligne, voire échec à la première ligne, et ça arrive dans les premières lignes très prochainement, donc on va en entendre parler. Donc voilà, je m'arrête là, je pense que la conclusion, vous la connaissez, c'est une révolution thérapeutique dans ces maladies-là. Il y a encore de progrès à faire, mais clairement, en remontant les lignes, on a amélioré les résultats de la prise en charge de ces patients.